Bonjour à tous, donc bienvenue dans ce cours G6 qui traite de sismologie, de l'étude des séismes. Le plan de secours est bâti de la façon suivante. Dans le grand 1, nous définirons les séismes, voir quelles sont leurs causes, comment on mesure leur force. Ensuite, nous verrons dans le grand 2 et le grand 3 quelles sont les méthodes d'étude disponibles pour étudier les déformations du terrain et remonter à la nature des failles impliquées lors des séismes. Dans le grand 3, nous verrons aussi ce que nous apportent les séismes, sur la structure interne de la Terre comme vu dans le cours G1 et aussi sur les contextes géodynamiques. Et enfin, dans le grand 4, nous verrons comment sont utilisées toutes les connaissances que l'on a sur les séismes pour gérer le risque sismique. Commençons par le grand 1, quelle est l'origine des sismes, quelles en sont les conséquences et comment on mesure leur force. Alors, un sisme, ça peut être défini comme on l'a fait à l'époque du cours G1, comme étant une fracture, que l'on voit ici, avec glissement. Donc vous avez vu, les deux se séparent, donc il y a une faille au milieu, et cette fracture se propage dans un milieu élastique, représenté ici de chaque côté. Alors, le glissement peut se faire en quelques millisecondes ou en quelques minutes, ça va dépendre des séismes. Alors, pourquoi ça casse comme ça, là, tout d'un coup, à cet endroit-là? En fait, c'est ce qui est représenté ici, même à l'époque de G1. Dans une zone qui est techniquement active, il y a des contraintes, représentées ici par les flèches, qui s'exercent sur les roches, et elles augmentent, et elles entraînent donc au fur et à mesure une déformation élastique. Si jamais les contraintes relâchent, donc ça reprend sa forme, c'est bien ça, une déformation élastique. Si les contraintes ne sont pas relâchées, ça continue, jusqu'à ce qu'il y ait rupture. Et lorsqu'il y a rupture, donc les roches cassent du coup, et à cet endroit, alors souvent endroit de faiblesse, souvent une faille qui était déjà là préexistante et qui rejoue, ça permet de relâcher les contraintes et de libérer de l'énergie, notamment sous forme de chaleur, à peu près 70%, et sous forme d'onde. Nous, c'est ce qui va nous intéresser. Plus précisément, donc, ce qu'on vient de voir sur le schéma d'avant, c'est qu'on peut distinguer deux étapes successives. Avant le séisme, il y a une accumulation de la contrainte, ce qui entraîne une déformation élastique qui est lente. C'est ce qu'on modélise ici avec donc la mousse, les lignes qui permettent de suivre la déformation. Et donc si on fait déplacer les petites planches, on voit que la mousse ici, elle a une déformation élastique. Si on remet les planches dans le bon sens, ça revient comme avant. Et au bout d'un moment, effectivement, ça va rompre, ça va casser. Ça, c'est la deuxième phase. Donc la première phase de déformation élastique lente. La deuxième phase qu'on appelle la phase de rupture où là l'énergie est libérée, et ce que l'on voit, on le voit très très bien ici, et on le voit d'ailleurs très bien ici et ici, c'est que le petit morceau qui était ici, il va revenir à sa forme initiale, on le voit avec les flèches noires, c'est ce qu'on appelle le rebond élastique. Alors, on a dit souvent, il y a déjà une faille qui est déjà là, et elle rejoue. Et on peut se demander pourquoi ça ne casse pas tout de suite, pourquoi ça attend avant de casser, pourquoi c'est brutal. Ça s'explique très bien à cause des frottements en fait. Par exemple, si on modélise ceci par deux morceaux de polystyrène sur lesquels on a déjà créé une faille et qu'on les remet ensemble et qu'on fait des contraintes selon les flèches, ça ne va pas rompre tout de suite en fait. C'est pas comme si c'était deux morceaux collés par quelque chose qui est très lubrifié et qui peut glisser. Non, là il y a toutes les aspérités du plan de faille en fait qui bloquent, ce sont les frottements et donc ça va casser que au bout d'un moment en d'ailleurs fracturant, si on fait ça sur polystyrène, plein de petits morceaux le long du plan de faille, quoi. Ensuite, ce qu'on peut aussi préciser, c'est que la surface du plan de faille, ce n'est pas un plan tout beau, tout mathématique. D'ailleurs, on le voit très bien ici. En fait, la surface du plan de faille, elle n'est pas homogène et elle ne se comporte pas de façon homogène d'ailleurs lors du déplacement. Ceci est très bien illustré dans cet exemple-là, où là, ce qui vous est représenté, c'est un plan de faille, donc selon l'horizontale et selon la profondeur, et on a représenté tout ce qui s'est déplacé le long de ce plan de faille. On a des zones qui se sont déplacées, par exemple la matière qui est ici s'est déplacée lorsque la faille a joué de quelques 7 mètres, et il y a certaines zones qui ne sont pas du tout déplacées. Donc ce n'est pas c'est pas un comportement homogène en fait concernant le déplacement de la matière. Et ça explique qu'après une secousse principale, il y a des répliques. Donc si toute la zone ici se déplace de 7 mètres et là la zone ne se déplace de rien, effectivement il y a une instabilité et des petits réajustements peuvent se faire ensuite au voisinage des endroits qui ont bougé, d'où les répliques possibles fréquentes suite à un séisme. La faille peut atteindre la surface, c'est le cas ici. Là, on voit des déplacements en surface, à cet endroit, mais pas trop à cet endroit, mais encore à cet endroit. Et des fois, la faille n'atteint pas la surface, ça dépend de la nature du séisme. Bon, finalement, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a donc deux phases lors d'un séisme. La première phase où il y a une accumulation de contraintes, c'est ce qu'on appelle la phase intersismique, où la déformation est progressive et élastique, et la phase cosismique où il y a rupture. Et une fois que les contraintes sont relâchées, elles peuvent ensuite s'accumuler à nouveau, et on repart pour un cycle. Ça, c'est ce qu'on appelle le cycle sismique. Alternance donc d'une phase intersismique et d'une phase cosismique. La modélisation qui est ici
représente tout à fait très bien les choses, hein. C'est comme si on tirait donc sur un petit bloc avec un ressort, on tire, on tire, on tire, la contrainte augmente, 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 déformation élastique du ressort, et au bout d'un moment, et ben effectivement, là, le petit morceau, pouf, d'un coup se glisse vers la droite, relâchement de la contrainte, le ressort n'est plus déformé, et si on continue à tirer, 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 et ben au bout d'un moment, hop, ça y est, ça casse à cet endroit-là, on peut dire, et il y a le glissement du bloc. Donc là, on voit l'accumulation de la contrainte, le déplacement du bloc, le sisme, la phase cosismique en fait, la phase intersismique, la phase cosismique. Alors ça, effectivement, pour l'instant, ben, c'est un petit peu théorique, mais ça, on le voit. En fait, on le voit tout à fait sur le terrain. Par exemple, au niveau des zones de subduction, ben, ce qu'on peut voir, c'est que quand il y a donc la plaque ici qui passe sous celle-ci, qui s'enfonce dans l'asténosphère, et ben à cet endroit-là, on peut avoir une accumulation de contraintes qui entraîne donc des mouvements que l'on peut mesurer par GPS. Par exemple, une balise ici va monter, une balise ici va descendre. Donc là, c'est la déformation lente élastique, la phase intersismique. Et au bout d'un moment, effectivement, ça va casser, hein. Et là, il va y avoir le rebond élastique dans ce sens, ce qui va entraîner une remontée de la balise ici et un déplacement vers le bas de la balise ici. C'est ce qui est représenté là, hein, avec la topographie, par exemple, si je prends une balise située à cet endroit. Et ça, je le vois plusieurs fois, hein, par mesure GPS, à chaque séisme. Donc la topographie monte, puis petit à petit, l'altitude de ma balise diminue, diminue, jusqu'à remonter. Exemple, au Japon, par exemple, on a vu, donc là on a des zones de subduction tout à cet endroit, hein. Donc là, si je regarde au niveau du Japon ici, avant que effectivement il y ait le séisme, et ben on a vu par GPS, donc là c'est plein de balises qui nous montrent, là ce sont des balises à l'horizontale, qui nous montrent que le Japon se déplace vers la gauche, vers la gauche, vers la gauche, enfin toutes les balises qui sont ici, hein. Ça représente, si vous voulez, la flèche noire qui est à cet endroit-là. Donc déplacement, déplacement, attention, le Japon c'est dans l'autre sens par rapport au schéma qui est représenté ici. Et une fois que ça casse, et ben, le Japon, ben, du coup, il va aller vers la droite. C'est ce qu'on voit ici. Tous les vecteurs qui vont ici en direction de l'Est. Et les balises ben, vont tomber, hein, parce que ce qu'on représente ici, c'est la zone qui est là et qui est relâchée suite justement au rebond élastique. Alors cette idée de ce modèle de cycle sismique, il est validé sur le terrain, effectivement, mais il présente malgré tout des limites. Première limite, ça concerne la périodicité, hein, parce qu'elle n'est presque jamais atteinte. Alors, on ne peut pas dire que ça va se passer, par exemple, tous les 5 ans. Non, non, il y a une grande variation de la période, en fait. Deuxième chose, ce modèle ne tient pas en compte ne prend pas en compte des interactions possibles entre failles ou entre segments d'une même faille. Exemple concret d'interaction entre failles, imaginez que là vous ayez une faille ici et une faille là, et qu'à cet endroit-là, donc il y a un déplacement relatif suite à un séisme. Donc toute la matière qui est ici va aller vers la gauche, elle va pousser donc la matière à cet endroit-là qui, elle n'a pas joué cette faille, hein. Là, toute la matière va aller vers la droite, et donc à cet endroit-là, ben, je vais avoir une déstabilisation de cette faille qui va du coup avoir une probabilité de jeu plus importante que s'il n'y avait pas eu ce séisme. Ça, quand on fait notre modèle de cycle sismique, on ne prend pas en compte des failles qui sont à côté, qui ont ou pas joué. Et puis on a un bon exemple aussi du fait que une même faille ne joue pas d'une façon homogène, on l'a vu tout à l'heure. Par exemple, la faille anatolienne qui est ici, ben on a eu dans les années 30-40 des sismes à ces endroits-là, où les contraintes ont été relâchées, mais là, elles n'ont pas été relâchées. Il y a eu des sismes plus tard ici, dans les années 50 ou 60. Et là, ça n'avait pas été relâché, les contraintes. Et du coup, ben, il y a eu des sismes, mais plus tard, par exemple en 1999. Donc le modèle de cycle sismique présente ces limites-là. En plus, on peut dire qu'il y a d'autres cas où des fois l'énergie n'est pas libérée d'un seul coup, hein, comme par exemple lors du gros sisme de Sumatra, ça avait été libéré d'un seul coup, mais des fois il y a plein de petits sismes qui sont assez faibles, et il faut aussi savoir qu'il existe des sismes lents où les glissements se font sur plusieurs mois, et dans ce cas, ils ne génèrent pas d'ondes, du coup ils sont invisibles en termes d'ondes. Par contre, par GPS, effectivement, on peut voir ceci, quoi. Alors les conséquences d'un séisme, maintenant, c'est la libération d'énergie sous forme de chaleur et d'ondes sismiques. Alors nous, ce qui va nous intéresser, ce sont les fameuses ondes sismiques qui sont libérées et qui sont mesurées par des sismographes. Alors ceci, on avait pu un petit peu l'aborder à l'époque de G1. Donc le principe général, à l'époque de G1, on avait parlé de ça. Maintenant, plus personne ne fait sur du papier, bien sûr, mais c'était pour expliquer. Alors l'idée, cette fois, je vais le présenter sur un sismographe qui ressemble un petit peu à ceux qui sont actuellement. L'idée, c'est qu'il y a un pendule, là c'est un aimant, hein, qui a une inertie et qui est relié à un support solide qui est lui-même solidaire du sol. Imaginons que là le sol monte, donc tout ce qui est gris va monter, la bobine électrique elle va aussi monter, et
lui, il ne va pas monter puisqu'il a une inertie. Ça veut dire que le ressort, en fait, il va s'allonger. Et ensuite, donc l'aimant va se retrouver un petit peu décalé par rapport à la bobine. Et ensuite, justement, le ressort va faire son rôle et donc il va se raccourcir, puis se rallonger, se raccourcir, se rallonger jusqu'à s'arrêter. Et du coup, l'aimant, il va venir pivoter relativement par rapport à la bobine électrique. Et d'après la physique, quand on fait donc varier le champ B, c'est l'aimant qui fait le champ B, par rapport à une bobine, ça crée du courant. Et donc le courant, il est enregistré, et le courant, ensuite, il est traduit sous la forme d'un graphique qui est représenté ici, d'un sismogramme en fait, avec des amplitudes plus ou moins fortes selon le mouvement relatif de l'aimant par rapport à la bobine. C'est exactement comme on avait fait dans G1 où c'est un stylo qui écrivait, et puis qui était amorti petit à petit, stylo étant relié au ressort. Suite à un séisme, on distingue trois types d'ondes qui sont des ondes élastiques. On distingue les ondes P qui vont se propager donc dans le volume de la Terre jusqu'en surface. Ce sont des ondes de dilatation-compression. La matière se propage comme ça jusqu'à la surface. On va avoir des ondes S, des ondes donc de cisaillement qui se propagent un petit peu plus lentement, comme une corde, donc elles se propagent comme ça. On le voit là. Et on va avoir des ondes qui se propagent uniquement en surface, qui sont les ondes de surface. Deux sous-types, ondes L et ondes de Rayleigh. Alors dans G1, on avait déjà parlé des ondes S et des ondes P, avec l'analogie, la corde ici pour les ondes S, et l'analogie, le ressort selon comment se bouge la matière par rapport à la direction de la propagation des ondes. Les ondes P arrivent en premier, les ondes S arrivent en second, et la vitesse de ces ondes, en fait, elle dépend, donc il y avait une formule qui nous disait qu'en gros, là-haut c'était la viscosité, et en dessous c'était la densité. Donc plus la matière elle est visqueuse, donc plus elle est résistante à la déformation, plus les vitesses ont plus les ondes ont une grande vitesse. Et plus la densité est forte, plus les ondes ont une petite vitesse. Sachant que quand on va en profondeur, la densité augmente, mais V augmente. Parce qu'en fait, la viscosité qui est là-haut augmente plus que la densité ou la masse volumique qui est au dénominateur. En surface, donc s'il y a un séisme qui est en dessous, donc l'onde elle arrive comme un ressort comme ceci. Donc en surface, on va avoir finalement des vibrations dans ce sens. Si ce sont des ondes S comme une corde, donc la matière elle vibre comme ceci. L'onde se déplace et donc là-haut ça va vibrer comme ceci. Et puis les ondes de surface, les ondes de Love, L ou de Rayleigh, là il y a les deux cas. Les ondes de Love, elles se propagent comme ceci, dans la direction de l'onde ici de gauche vers la droite. Et les ondes de Rayleigh, ce sont des ondes un petit peu complexes, qui sont très destructrices. Les ondes elles aussi sont très destructrices. Sur un sismogramme, on peut voir ces différents types d'ondes. Les premières qui arrivent, les ondes P, les ondes S, et là on voit l'amplitude des ondes de surface qui vont, elles, générer donc les dégâts principaux en fait. Petit rappel de ce qu'on avait vu à l'époque du cours G1, les ondes S et les ondes P, du fait de leur propagation dans la Terre, ce sont des ondes de volume, elles sont très intéressantes historiquement pour déterminer les différentes discontinuités. C'est comme ça qu'on avait mis en évidence par exemple le mot, la LVZ ou la discontinuité de Gutenberg. Et en plus en TP, on avait utilisé la propagation des ondes S et P pour trouver l'épicentre. Avec la technique du compas ici, l'idée, petit rappel, c'est qu'on utilisait donc le delta, le temps de retard entre les ondes P et les ondes S, pour déterminer justement la position du séisme par rapport à la station. L'idée, c'est que les ondes P et les ondes S, effectivement, sont issues du même endroit. Les ondes P, comme elles se propagent plus vite que les ondes S, plus on est loin du début, plus finalement la voiture bleue ici, la voiture verte qui représente les ondes P, elle prend de l'avance par rapport à elle, et donc plus l'écart entre les ondes P et les ondes S, il est important. Et avec des tables, on peut remonter sur la distance. Par exemple, si l'écart entre les ondes S et les ondes P, c'est 7 minutes 25 par exemple, on le met ici, ça c'est l'écart entre les ondes S et les ondes P, les temps d'arrivée. Ça on le voit ici, il suffit de mesurer, on fait, et du coup on trouve par exemple ici, on est à 2000 mètres 2000 km de l'épicentre. Et du coup, si la station elle est ici, on trace un cercle et on fait ça donc pour trois types de stations et les cercles se recoupent et comme ça on arrive à localiser l'épicentre. Dernière sous-partie de ce grand 1, ça va concerner la force d'un séisme. Alors comment on fait pour mesurer la force d'un séisme? Là on a deux possibilités. Première possibilité, la force d'un séisme, elle peut se mesurer d'après les dégâts qui sont causés. C'est ce qu'on appelle l'échelle d'intensité. Alors ça, effectivement, c'est ce qu'on a cherché très vite. Très vite à faire, on a cherché à classer les séismes et donc on leur a donné donc des forces en fait. L'échelle, elle est ici, c'est l'échelle MSK qu'on utilise. Elle a 12 niveaux. Et donc en fait, on va regarder
ce qu'entraînent les séismes. Donc c'est basé sur les dégâts qui sont causés. Par exemple, degré 2, les secousses sont à peine perceptibles, quelques personnes peuvent ressentir le séisme, et plus on avance, plus les dégâts sont forts, jusqu'à l'échelle numéro 12. Alors, le point négatif de ceci, c'est que c'est un petit peu subjectif, puisque ça c'est basé sur le ressenti, sur les dégâts qui peuvent dépendre des infrastructures, selon comment les maisons sont construites, par exemple. Et puis surtout, ce qu'on lui reproche à ceci, c'est que c'est pas mesuré par des appareils scientifiques. Il n'y a aucun paramètre physique associé au séisme, par exemple l'énergie libérée ou le glissement le long de la faille, qui sont représentés dans cette échelle. Le point positif quand même, c'est qu'ils permettent de représenter des cartes, les cartes isosismiques. Par exemple ici, il y a un séisme et on voit que les dégâts sont très forts à cet endroit-là. Et plus on s'éloigne, plus les dégâts sont mineurs en fait. Du coup, en plus de cette échelle d'intensité que l'on vient de voir, on a essayé d'estimer donc la force d'un séisme d'après l'énergie libérée et les caractéristiques de la faille associée au séisme. Et là, on a bâti ce qu'on appelle des échelles de magnitude. Alors quand on classe les séismes selon l'énergie libérée, on aboutit à la notion de magnitude, et historiquement, c'est Richter, dans les années 1935, qui a proposé une échelle, qui est celle-ci, la magnitude de Richter, qui est donc, qui se base sur quoi? En fait, on va mesurer, sur un sismogramme, l'amplitude maximale des ondes. Et l'idée, c'est que plus l'amplitude elle est forte, plus le sisme, il a libéré de l'énergie d'une façon importante. Alors, c'est pas directement une fonction affine, c'est log de A sur A0. A0, c'est une amplitude constante, c'est une constante en fait, qui correspond à un sisme de magnitude de 0. Alors, par exemple, si sur un sismogramme, on a en amplitude maximale 10 exposant 5 micromètres, et quelle est la magnitude de Richter associée? On peut faire notre calcul. On obtient log de 10 exposant 5 sur 1, parce qu'à 0, la constante c'est 1, et on trouve une magnitude de 5. Et si l'amplitude, au lieu d'être 10 exposant 5, elle est de 10 exposant 6, et dans ce cas, on aura une magnitude de 6. Alors, on comprend bien tout de suite que ça marche. Ça va dépendre si on est loin ou pas de l'épicentre. Donc, en fait, on a une convention initiale. Ça, on l'utilise uniquement en se plaçant à 100 km de l'épicentre et en utilisant des appareils qui sont tous du même modèle. Il faut qu'on puisse comparer les séismes entre eux. Alors, en réalité, on n'est jamais pile à 100 km. Ça, c'est pas possible. Donc, en fait, on va calibrer la méthode comme ceci. Ça veut dire qu'on a des tables qui nous disent, alors prenons mon exemple, si on est à 100 km et qu'on a un déplacement de 100 mm, c'est l'exemple que j'ai pris à l'instant, je vais tracer entre 100 et 100 et je vais tomber sur la magnitude, c'était 5. Par contre, si jamais j'étais pas à 100 km, mais j'étais à 300 km, imaginons, et que j'ai la même amplitude, on comprend bien que le sisme n'était plus fort en fait. Je prends mon 300, je trace ici jusqu'à 100, je vais tomber par là, je vais tomber sur 5,9, et là j'obtiens une magnitude de 5,9. Donc en fait, on peut s'affranchir de la distance, on mesure l'amplitude, on mesure la distance, on trace entre les deux, et on a la magnitude de Richter qui est associée. Alors empiriquement, effectivement, la magnitude de Richter, elle est reliée à la quantité d'énergie libérée. La relation empirique est la suivante. L'énergie est en joules, la magnitude qu'on a déterminée est magnitude de Richter, et donc il y a un lien entre les deux. Alors c'est comme avec les décibels, comme il y a un log à l'intérieur, c'est pas chaque fois que la magnitude augmente de 1, l'énergie elle augmente de 1 par exemple. Non, non. On peut calculer, on peut calculer, tiens, quand je passe d'une magnitude de 5 à 6 ou d'une magnitude de 6 à 7, de combien de fois l'énergie du séisme est augmentée. On peut faire notre petit calcul, je l'ai fait ici, et on voit qu'effectivement, les rapports d'énergie, quand j'augmente de 1 la magnitude, je tiens à peu près 30. Ça veut dire que quand je passe d'une magnitude de 5 à une magnitude de 6, on a l'impression que c'est pas beaucoup, mais en fait c'est beaucoup. La quantité d'énergie, elle est multipliée par 30 à peu près.
La magnitude du moment, c'est MW. Alors pour l'instant, elle n'est pas indiquée, parce que MW en fait dépend de MO, qui est le moment sismique. Alors, on va admettre quelque chose, c'est qu'en étudiant l'amplitude moyenne des ondes L, sur plusieurs centaines de millisecondes, alors c'est un traitement complexe, que nous on ne peut pas du tout faire à notre niveau, et ben on va admettre qu'on a accès à un paramètre qui s'appelle le moment sismique, qui est en joule, et le moment sismique il est ici. Et sa formule elle est intéressante parce que on voit qu'il va dépendre de paramètres physiques qui concernent le séisme. Il va dépendre de la surface de la faille, qui est impliquée dans le séisme, et il va dépendre du déplacement le long de cette faille. Plus la faille elle a une grande surface, plus le déplacement il est fort, plus le moment sismique il est important. Le moment sismique il s'exprime en joules, et il est relié directement, en fait, il est l'image, on dit, de l'énergie libérée par le séisme. Donc ça va être intéressant pour nous. Il reflète l'énergie libérée par le séisme. Le moment sismique, on ne l'utilise pas tel quel, parce qu'on avait déjà historiquement la magnitude de Richter, et donc pour pouvoir comparer les séismes entre eux qu'on avait déjà utilisés avec les magnitudes précédentes, on a essayé de le trafiquer un petit peu, c'est ce qu'ils ont fait ici, en mettant un log avec un 2 tiers et un moins 6 devant, pour tomber sur des rapports d'énergie qui sont aussi de l'ordre de x30, et pour tomber sur des magnitudes qui, comme on avait vu avec la magnitude de Richter, soit de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quoi. Donc on a trafiqué le truc ici, et donc ce qu'on utilise, c'est la magnitude du moment, qui dépend typiquement du moment sismique. Et là, on peut vérifier que quand la magnitude elle augmente de 1, l'énergie elle augmente de 30. Là, j'ai fait mon calcul, sachant que le rapport des moments sismiques, c'est le rapport des énergies. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et donc visuellement, là on peut le voir ici. Là on imagine qu'il y a un séisme qui a lieu le long de cette faille. Et la faille, donc si elle est juste ici et juste ça bouge ici, par exemple, je ne sais pas, ça glisse sur 2 cm et c'est une longueur de 1 km uniquement le long de la faille, je vais obtenir une magnitude de 4. Et plus j'augmente ma surface de faille, par exemple, là j'ai une faille qui est totalement immense, qui fait 800 km de long et qui glisse sur 10 mètres, et là j'aurai plutôt des magnitudes de l'ordre de 9. Alors les deux types d'échelles sont utilisés, on a compris qu'elles n'ont rien à voir, elles ne sont pas proportionnelles entre elles. Pour un même séisme, il a une seule magnitude donc MW ici. Par contre, il y a plusieurs intensités selon où on est par rapport au séisme. Quand on fait l'intensité, ça ne dépend pas uniquement des caractéristiques du séisme, ça va dépendre de la profondeur du foyer, de la distance au foyer. Par contre, l'échelle des magnitudes, elle reflète bien les caractéristiques physiques du séisme, notamment l'énergie libérée et notamment les mouvements au niveau de la faille. C'est pour ça qu'elle est intéressante. Alors l'échelle des intensités, il ne faut pas non plus l'acheter à la poubelle, elle est quand même intéressante pour faire des cartes isosismiques. Par exemple, nous on n'est pas sensible en France, mais au Japon, par exemple à la télé, ils présentent toujours des cartes isosismiques pour montrer les zones qui ont été affectées, des zones qui ont été moins affectées. Et en plus, l'échelle des intensités, elle permet de traiter des séismes historiques. Passons au grand 2. Les déformations d'un séisme peuvent s'étudier par différentes techniques géophysiques. Donc les séismes sont associés à des mouvements de terrain, mais aussi avant, puisqu'il y a de la déformation élastique, et tous ces mouvements, on peut les étudier par différentes techniques, qui sont représentées ici, qui ont un point commun, c'est qu'elles se font par des observations via des satellites depuis l'espace. C'est ce qu'on appelle de la géodésie spatiale. Première technique que l'on avait déjà abordée dans le cours G2, c'est le GPS. Lui, le GPS, il va permettre d'étudier des déformations du sol associées au séisme. Le principe déjà vu, l'idée c'est qu'un satellite donc envoie une onde électromagnétique et une balise reçoit cette onde. Connaissant le T0 où l'onde a été envoyée, le T1 quand elle a été reçue, connaissant la vitesse de propagation, on en déduit la distance. On peut donc faire une sphère autour du satellite qui nous représente donc les points possibles. Et par triangulation, on fait ça avec 3 satellites, comme tout à l'heure avec les cercles qui se recoupent, et donc tout se recoupe en un point, qui est la position de la balise en question. Et en suivant donc ce positionnement de cette balise-là au cours du temps, on peut voir si elle monte, si elle se déplace vers la gauche ou vers la droite. C'est ce qu'on avait fait par exemple ici au niveau du Japon, pour montrer que le Japon, suite au séisme, donc s'était enfoncé, et c'était donc, suite au rebond élastique, déporté un petit peu ici vers l'est. Deuxième technique, c'est l'interférométrie radar. Donc là, c'est une technique nouvelle. Elle va permettre d'étudier des gradients de déformation du sol associés au séisme. Interférométrie radar, c'est ce qu'on appelle la technique INSAR. Alors le principe, c'est le suivant.
nous avons un satellite, comme tout à l'heure. À T0, il va émettre en direction de la Terre donc une onde radar, c'est une onde électromagnétique. Alors l'onde électromagnétique, elle est représentée ici. Alors elle a une certaine longueur d'onde. Par exemple, on imagine donc elle fait 24 cm de longueur d'onde. Ça signifie que le champ B ou le champ E, qui est à cet endroit-là, eh ben, c'est le même donc ici que ici, c'est le même que ici, c'est le même que ici, c'est le même que ici, etc. Chaque fois, il y a 24 cm de décalage. Donc, imaginons que à T0, le satellite émette en direction du sol. L'onde, elle va rebondir, elle va revenir au satellite. Donc regardons, c'est mon exemple. Donc l'onde, elle est émise. Donc je prends une photo. Donc l'onde, elle est ici au fur et à mesure de la distance qui est là jusqu'au sol. Donc l'onde, elle arrive au sol ici. Puis elle rebondit. Donc elle fait ça, l'onde. Hop, elle rebondit, elle revient. Et elle est captée par le satellite. Alors là, moi, j'ai représenté, vous avez vu, je ne l'ai pas refait revenir ici, hein, je l'ai fait continuer ici, mais là, il faut comprendre que là, ici, je vais dans cette direction, je rebondis et je reviens. Donc là, je vais ici, je rebondis et je reviens. Et là, elle est reçue par le satellite. Vous avez vu qu'elle est totalement en phase hein, entre le point d'émission et le point de réception. Imaginons maintenant que je repasse au temps T1, par exemple, un mois après. Je refais mon expérience. J'envoie une onde, je récupère l'onde. L'onde est envoyée, si le sol n'a absolument pas bougé, la position du sol elle est ici. Et bien, je vais obtenir exactement la même chose. Ça veut dire que ce que je vais recevoir, ça y est, hop, je l'ai reçu ici par le satellite. Je suis tout à fait, il n'y a aucun décalage par rapport au temps T0 un mois précédemment. Quoi. Là, c'est quand le sol il n'a pas bougé. Imaginons maintenant que le sol se soit déplacé. Par exemple, le sol il s'est enfoncé. On imagine qu'il s'enfonce de 12 cm. Ça signifie donc que quand j'envoie mon onde, donc là l'onde elle serait ici si le sol n'avait pas bougé, mais comme le sol il s'est enfoncé de 12 cm, ben finalement l'onde elle arrive, hop ça y est, elle tape le sol à cet endroit-là. Et puis après ben elle rebondit, donc elle rebondit, elle revient et elle revient. Donc là c'est ce que j'ai fait ici. Hein. Et donc finalement je reçois exactement la même onde, il y a juste un petit décalage, qui est un décalage de 2π, on dit. Ça, c'est par analogie avec les fonctions cosinus et sinus qui ont une périodicité de 2π. Hein. Donc, je reçois l'onde. Elle est donc en phase, juste décalée de 2π, on dit. Imaginons maintenant que mon sol, au lieu de s'enfoncer de 12 cm, il s'enfonce que de 6 cm. Dans ce cas, l'onde que j'envoie, elle est ici. Là, j'arrive, mais comme le sol il s'est enfoncé, ben, ça continue. Hop, là, ça rebondit. Et là, regardez bien ce que je vais faire en rouge. Ça rebondit, donc l'onde elle va revenir comme ça. Et hop, elle est reçue par le satellite. C'est moi ce que j'ai fait ici. Donc là, dans ce cas, je vais obtenir une onde qui est reçue mais en déphasage, en décalage de pi, on dit. Et donc ça, je peux faire ça pour tous les éloignements. Là, j'ai juste fait un éloignement du sol, j'ai pris lambda, je l'ai divisé par 2 et je l'ai divisé par 4. Bon bref, l'idée, ça, c'est juste pour expliquer l'idée. Hein. Mais nous, on a surtout besoin de savoir le lire, ça. L'idée, c'est qu'effectivement, en regardant en fait le déphasage de l'onde entre T0 et T1, eh ben, je peux voir si le sol il s'est enfoncé, s'il s'est éloigné du satellite ou s'il est monté, s'il s'est rapproché du satellite. Concrètement, le satellite va mesurer le décalage de phase, comme on l'a vu, mais pas seulement d'un point, mais d'un ensemble de points d'une région. Et il va traduire ces résultats sous la forme d'un interférogramme qui est représenté ici, avec des franges d'interférence. Alors comment on va lire ceci? Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout de lire ceci. Comment on fait? Donc déjà, là vous avez le déphasage qui nous donne un code de couleur de 0 à 2π. Donc il faut comprendre qu'un déphasage de 2π, c'est synonyme de ça se déplace de 23,6 divisé par 2 cm. On l'a vu tout à l'heure, hein, quand c'est décalé de 2π, c'est quand le sol, il s'était enfoncé de 23,6 divisé par 2. Donc on va se placer dans une région où il n'y a pas de déphasage, une région entre T0 et T1 qui n'a pas bougé. Donc là, vous avez vu, c'est tout homogène, donc on est ici. Et ensuite, on va venir progresser en direction des franges. Et là, ce qu'on voit, c'est que ça devient bleu, puis ça devient violet. Je me déplace dans ce sens, ça devient bleu, puis ça devient violet. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, j'ai un déphasage de pi. Ça veut dire que là, le point, il n'a pas bougé entre T0 et T1, mais là, le point, entre T0 et T1, j'ai eu un déphasage de pi, donc le point, il a bougé de 23,6 divisé par 4 cm.
C'est ce qui est représenté ici. C'est mes 6, à peu près 6 centimètres. Et quand je progresse ici, je tombe sur le rouge et je retombe ici, sur mon code de couleur. Donc là, ça veut dire que là, entre T0 et T1, eh bien effectivement, il y a eu un déplacement du sol, il s'est enfoncé, le sol de 23,6 divisé par 2 égale 11,8 cm. Mais après, je peux continuer, puisque là, après, c'est rebelote. Hein. Donc, je suis ici, je passe dans le bleu, je passe dans le rose. Donc, je suis là, ici, c'est pareil que ici. Hein. Donc, je peux recommencer, je passe dans le bleu, je passe dans le rose et je reviens dans le jaune. C'est ce que je fais là, jusqu'ici. Et donc, chaque fois que je franchis des franges, donc là j'ai une frange d'interférence, là j'en ai une autre, dans ce sens-là, de gauche vers la droite en termes de couleur, et ben ça me dit que le sol s'enfonce chaque fois de 23,6 divisé par 2. C'est un exemple, hein. Ça c'est pour un satellite particulier. Et donc souvent, au concours on a ça. Mais le plus simple c'est de présenter ceci sous la forme d'un interférogramme déroulé, on dit, où là, au lieu d'avoir des franges, ben, on a directement des déplacements. Et là, on vérifie, hein, on vérifie que là, ça ne s'est pas déplacé, 0, et que là, plus j'avance, je vais dans le rouge et dans le noir, ben, je suis en train de me déplacer, de m'éloigner du satellite, autrement dit, je suis en train de m'enfoncer. Concrètement, pour les documents du concours, on n'a même pas besoin de connaître le principe de la technique. On a juste besoin donc de comprendre que quand on a une carte comme ceci, il faut donc connaître la longueur d'onde en question, qui des fois d'ailleurs, vous verrez dans l'exercice tout à l'heure, vous est indiqué directement à la place de ce 0 et de ce 2π. Et on a besoin de connaître le code de couleur. Si on se déplace d'un point vers la droite, c'est qu'on s'éloigne du satellite, qu'on s'enfonce, et il peut arriver qu'on se déplace vers la gauche, on verra l'exercice tout à l'heure, et dans ce cas, c'est que la région se soulève et se rapproche du satellite. Petite remarque concernant la ligne de visée du satellite. En fait, selon où est le satellite, hein, il peut par exemple viser la zone ici vers la gauche, ou il peut, en descendant, viser la zone ici qui est vers la droite. Et bien ça peut influencer le résultat que l'on obtient. Les interférogrammes peuvent être différents. Par exemple, imaginons une zone qui est en train de s'enfoncer. Donc là, le point, il s'enfonce, et là, le point, il s'enfonce. Et bien, si je vise par ici, selon cette ligne de direction, le point avant, je le voyais là, et maintenant, je le vois ici. Ça veut dire que le point s'est éloigné du satellite. Et le point qui était ici, ben maintenant, il est là. Donc, il s'est rapproché du satellite, hein, selon cette petite flèche bleue-là. Et donc, ça veut dire que par rapport à un satellite qui serait tout là-haut et qui vise et qui verrait un éloignement par rapport au satellite, et bien là je vois un éloignement et là un rapprochement. Donc tout dépend, hein, la ligne de visée peut être importante en fait, c'est pour ça qu'elle est toujours en fait représentée sur les documents présentés. En cours, nous avons fait un petit exercice pour montrer comment on va manipuler ce type de document au concours. Le document fourni était celui-ci. Alors il était indiqué non seulement le code de couleur, mais directement la correspondance entre le 2π et le lambda divisé par 2. Et en plus était indiqué que quand je vais dans ces directions, c'est un éloignement par rapport au satellite. Donc on vous donne vraiment toutes les infos pour pouvoir faire une analyse correcte. Alors imaginons, qu'est-ce qui s'est passé là? Donc on prend, comme d'habitude, on commence par prendre un point qui n'a pas trop bougé, qui vous est donné par l'énoncé ou c'est vous qui le prenez, donc quand il n'y a pas de frange. Par exemple, cette zone-là, elle est assez homogène en couleur. Et donc plus je me rapproche ici, plus je vais traverser les franges. Et donc je regarde les couleurs. Par exemple, je vois qu'en allant de A vers B, donc A est considéré comme fixe entre T0 et T1. Regardez, le T0, il est là. Le T1, il est ici. Il s'est passé un mois en gros. Donc pendant ce mois, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, rien du tout. Et puis j'avance vers B, je regarde les couleurs. Donc là, j'ai du vert, du bleu et du rouge. Du vert, du bleu et du rouge. Donc vert, bleu, rouge. Et donc, je suis en train de m'éloigner par rapport au satellite. Ça veut dire que là, la zone entre A et B, donc plus je vais vers B, plus la zone s'est enfoncée. Ça, c'était un exemple suite à une éruption. Il y a eu vidange de la chambre et la zone s'est enfoncée. Là, ça se voit très bien. Et elle s'est enfoncée de combien? Je compte le nombre de franges. J'en ai une, j'en ai deux, j'en ai trois, quatre, cinq, 6 peut-être, j'ai du mal à voir ici, 7 peut-être, hein. Donc je m'enfonce de 2,8 fois 6 si j'ai 6 franges. Et donc je me suis enfoncé de 20 cm dans cette zone. Et là, je ne me suis pas enfoncé. Donc ça permet de quantifier et de savoir si on monte ou si on s'enfonce. Je peux aller aussi dans cette zone-là. Je fais pareil, je me place à un point extérieur, par exemple à cet endroit-là où il n'y a pas trop de franges. Et puis je progresse vers les franges. Donc je me place ici au point C, je vais en direction du point D. Je vois donc je passe de bleu, rouge, jaune, bleu, rouge, jaune. Donc je regarde, c'est où bleu? C'est là, bleu, rouge, jaune. Bleu, rouge, jaune. Donc je vais toujours vers la droite. Donc là aussi, c'est un éloignement par rapport au satellite. Donc c'est un enfoncement de la zone. Donc là aussi, ça s'enfonce. Et ça s'enfonce de
les franges sont très rapprochées. Donc de plus, je les compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, je les perds. On n'a qu'à dire que j'en ai eu à peu près 17. J'ai pris ça pour mon calcul. 17 fois 2,8, 48 cm. Donc là, gros affaissement du terrain à cet endroit. Et puis, je peux constater que ici, ça ne va pas dans le même sens en fait. Par exemple, si je pars du point E qui est assez homogène, je vais vers le point F, je passe du vert vers le rouge, vers le bleu, vert, rouge, bleu. Je le fais, donc vert, ah non, c'est pas rouge là, donc vert, rouge, bleu, vert, donc là je vais vers la gauche. Donc là, c'est un mouvement qui n'est pas du tout dans le même sens. Là, j'ai une surérection en fait. Là, le sol il s'est élevé suite à l'éruption au niveau de F. Donc ça s'affaisse, et là, ça monte. Ça me permet de proposer donc des cartes comme ça. Donc tout ce qui est en rouge, c'est tout, ça s'est surélevé, ça s'est affaissé suite au mouvement. Donc là, on voit de combien de mètres ça s'est décalé par rapport au satellite. Donc là, par exemple, 0,75 mètres éloigné par rapport au satellite. Et là, c'est monté. Et là aussi. Alors c'est vrai que là, les franges sont toutes rapprochées, on ne voit pas grand-chose. On peut réussir à voir en changeant la longueur d'onde. Si au lieu d'avoir une longueur d'onde de 5,6 cm, on prend une longueur d'onde de 23,6 cm et qu'on refait la même chose, on obtient ceci. Donc là, c'est très joli. Là, on peut bien mieux compter les franges. Par contre, les franges qui sont là, du coup, elles ont disparu. Enfin, il y en a bien moins, quoi. Là, il n'y en a plus que 2, c'est normal. Et là, on peut quantifier les choses. L'interférométrie radar est une technique intéressante quand, par exemple, on veut suivre la déformation d'édifices volcaniques. Par exemple, dans le cas de l'Etna qui est représenté ici sur le film que je vais lancer, on va voir au cours du temps donc les déformations, les endroits qui sont en surrection, les endroits qui sont en affaissement. Et donc ça, ensuite, ça peut être utilisé par les géologues pour essayer de comprendre un petit peu la dynamisme et ce qui se passe à l'intérieur de l'édifice volcanique. Là, on voit les bombements. Et là, par exemple, on voit l'affaissement. Alors, par rapport au GPS, on peut faire une petite comparaison avant de finir. Donc, dans les deux cas, ce sont des ondes électromagnétiques. C'est les satellites, voire les avions, c'est aussi possible, qui font ça. Le GPS, c'est d'une seule balise. Là, c'est un scannage de l'ensemble du sol. Le GPS, on voit bien les déplacements selon X, Y, Z. Là, on voit les déplacements par rapport au satellite dans l'axe de la visée. Donc, c'est un petit peu différent. Là, on a donc des points précis qui se déplacent et l'interférométrie, elle est plutôt utilisée pour voir des gradients de déformation sur l'ensemble d'une région. Concernant les attentes du concours sur le GPS et l'interférométrie radar, je vous renvoie ici au mini-film traitant de l'analyse des mouvements du sol par ces deux techniques, dont le lien est en description de cette vidéo. Alors, juste pour information, nous avons une autre technique qui permet d'étudier les déformations du sol, c'est la corrélation d'images. Donc l'idée, ça va encore être de faire du T0 et du T1, donc de prendre ici deux photographies d'une même région à deux moments différents et de traiter les images, de les comparer en fait pour voir si des pixels se sont déplacés latéralement et d'obtenir une carte de déformation. L'idée très générale, on la voit ici, imaginons que là on ait une zone qui n'est pas déformée, donc avec un quadrillage, qu'on met du liquide qui déforme la petite zone ici, on va voir que le quadrillage va se déformer, et donc en prenant une photo ici, et en comparant les deux, on peut voir que par exemple là les pixels se sont éloignés par rapport à ici, les carrés sont plus gros, là pas du tout, et donc on peut en déduire finalement, par traitement mathématique de l'image, des déformations latérales de la zone. Donc ça, on peut le faire, sachant que bien sûr, dans la réalité, le sol n'est pas quadrillé, mais on peut prendre des repères qui ne seront pas des lignes, mais qui seront par exemple des arbres ou des maisons, des cheminées de maisons, des choses comme ça. Et donc on peut, avec ces corrélations-là, éventuellement voir des déformations ici selon le X et le Y. Selon le Z, on a du mal par contre. On a donc vu le grand 2, les déformations associées au séisme qui peuvent s'étudier par différentes techniques. Passons maintenant au grand 3, à savoir, parlons des mécanismes au foyer, qui vont permettre de connaître les contextes géodynamiques associés au séisme. Donc l'objectif, ça va être quoi ici? Ça va être, à partir de l'analyse des sismogrammes uniquement, ça va être d'obtenir la direction du plan de faille du séisme et d'obtenir si la faille elle est inverse, normale ou décrochante. Donc ça c'est vraiment très intéressant parce que des fois la faille on ne la voit pas en surface. Mais juste en analysant les sismogrammes, on peut avoir ces informations. Et une fois qu'on a ces informations, on pourra en déduire plein de choses concernant le contexte géodynamique de la région en question. Commençons par le A, donc le mécanisme au foyer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire et comment on fait pour l'obtenir? Et comment il nous permet de remonter à la géométrie de la faille et à son mouvement?
Expliquons ceci à travers un exemple concret de faille décrochante. Donc là, imaginons qu'on soit en surface d'un terrain, on voit les arbres qui sont disposés ici. Imaginons qu'à cet endroit-là, on ait un foyer sismique qui aboutit donc à des mouvements de décrochants dextres, comme représenté ici par les flèches. A, B, C, D, ce sont des endroits où des sismographes sont disposés. Et donc, à cet endroit-là, il y a un sisme, donc ça génère des ondes. Et le premier mouvement, c'est lui qui va nous intéresser. Le premier mouvement de la matière, quand la matière fait comme ceci, et là, comme ceci. Le premier mouvement en direction de A, c'est un mouvement de compression. La matière qui est ici, elle va en direction de A. Et on admet que donc au niveau de A, ceci peut s'enregistrer au niveau des sismographes et que concrètement, au niveau du sismogramme, on va voir donc comme ceci un pic vers le haut. Ça, c'est ce qui se passe au niveau de A. Donc on admet que quand la zone elle est en compression, le premier mouvement, eh ben, on a donc un petit pic vers le haut, up comme compression, ici le P, à cet endroit. Au niveau de C, c'est la même chose. Ici, la matière bouge, donc le premier mouvement, c'est en direction du bas. Et donc, la matière, elle est poussée vers C. On a donc une zone en compression vers C aussi. On a exactement la même chose. On le voit ici, un pic vers le haut. Si je me mets ici, c'est pareil. Si je me mets ici, c'est pareil. Ici, c'est tout pareil. Là, c'est pareil, c'est pareil. Par contre, maintenant, imaginons que je sois en D. Qu'est-ce qui se passe? Le premier mouvement ici, il est vers le bas. Ça veut dire que la matière, elle s'éloigne de D. Donc là, ici, je n'ai pas une compression au niveau de D. Le premier mouvement, j'ai une zone qui on dit en dilatation. Et là, sur le sismogramme, on admet qu'on le voit parce qu'ici, le pic, il est en direction du bas et pas en direction du haut. Au niveau de B, c'est exactement la même chose. On a la matière ici qui est poussée là, donc qui s'éloigne de B. Après, la matière, elle bouge, mais le premier mouvement, ça s'éloigne de B. La station B, donc elle est en dilatation, pareil, et on a un petit mouvement, ça se voit sur le sismogramme, par un pic qui est vers le bas. Ça veut dire qu'en gros, en regardant donc le premier pic au niveau des sismogrammes, on peut savoir si la zone, elle est en dilatation ou en compression au niveau du premier mouvement. Et donc ça, c'est intéressant, parce que par convention, on va donc colorier en noir les endroits où le premier mouvement c'est de la compression et on va colorier en blanc les endroits où le premier mouvement c'est de la dilatation. Ça c'est notre convention de représentation. Je peux ici représenter exactement ce que j'ai fait tout à l'heure sur la figure précédente. J'ai repris le séisme ici, j'ai fait donc le mouvement au niveau de la faille décrochante. A est un secteur en compression, B est un secteur en dilatation et donc je peux représenter comme tout à l'heure, donc des zones noires et des zones blanches. Alors, pour représenter ceci en 3D, les secteurs en compression et en dilatation, on va utiliser une convention qui s'appelle la sphère focale. C'est une sphère virtuelle centrée sur le foyer. Alors, qu'est-ce que c'est que la sphère focale? Donc, on peut la modéliser par une boule de polystyrène qui est représentée ici. Là, je vais la faire tourner pour montrer comment ça fonctionne. Donc, on a deux demi-sphères avec du blanc et du noir. Les demi-sphères, on les colle comme ceci et on peut donc la faire tourner dans tous les sens selon la vue que l'on veut. Si c'est une vue de côté ou si c'est une vue de haut. Alors là, justement, je vais reprendre mon exemple. Je le reprends ici. Donc là, ce que j'ai, c'est la noir, blanc, blanc, noir. Donc c'est là. Alors là, ce serait vu un petit peu de côté, vue de haut. Et ce qui est ici, je peux aussi le voir de côté. Ça veut dire que je peux imaginer que là, je coupe et je regarde donc de profil. Là, on voit le bonhomme, et là, c'est la surface du sol. Et donc là, je vois quoi? Je vois que ici, j'ai du noir, et ici, j'ai du blanc. C'est comme si ma sphère, au lieu de la regarder vue d'ici, je la regarde vue d'ici. Donc cette sphère, je peux aussi la représenter, au lieu de la représenter de haut, je peux la représenter de côté. Voilà qui est fait. Ça, c'est la même chose. C'est la même chose que ça. Vue de haut et ça, vue de côté. Avec les mouvements qui vont, donc, comment on fait pour retenir du blanc vers le noir. Du blanc vers le noir. Donc là, j'ai bien un mouvement vers C, le secteur C que je suis en train de regarder par ici, il est bien en compression. Maintenant qu'on a fait notre premier exemple, voyons comment on utilise ces sphères focales le jour du concours. Alors la construction de la sphère focale, qui est représentée ici, donc le séisme a lieu, l'analyse se fait par les géologues, ils peuvent dire si les zones sont en compression, en dilatation, ils construisent la sphère focale, ça c'est pas au programme. Nous, ce qu'on nous demande au concours, c'est de savoir lire ces sphères focales vues de haut. Alors comment on les lit justement? Donc imaginons qu'on ait ça sur des documents. Alors il faut déjà comprendre que le plan de faille, il est ici ou il est ici. On a une indétermination en fait sur le plan de faille. On ne peut pas savoir lequel des deux. Alors on peut quand même le savoir quand on a des failles en surface visibles. Là on voit les failles transformantes, elles sont toutes dans cet axe ouest-est. Et donc on en déduit que effectivement le plan de faille qui a joué, il est ici. Voici la direction de la faille pour les deux séismes qui sont ici représentés. Une fois qu'on a dit ça,
eh ben, on sait que les mouvements ils vont du blanc vers le noir, représenté ici par les flèches grises, et donc là on a des failles décrochantes dextres. Voilà comment on utilise les mécanismes au foyer. Donc finalement, ce qu'on peut retenir, c'est que quand en carte, vue de haut, on a quelque chose qui est comme ça, eh ben, on a une faille décrochante. Alors si le plan de faille, la direction de la faille, l'intersection du plan de faille, c'est ça, eh ben, dans ce cas, on a une faille décrochante dextre. Si jamais le plan de faille il est ici, ben là on a une faille décrochante sénestre dans ce cas. Ce qu'on vient de faire pour les failles décrochantes, eh ben on peut le faire pour les autres types de failles. Par exemple, dans le cas d'une faille inverse, regardez là c'est une faille inverse, alors là c'est vue de coupe, attention. Qu'est-ce qui se passe? Le séisme a lieu ici. Donc le premier mouvement donc, se fait comme ceci. Le secteur A où il y a A, il est en compression, d'où le petit pic. Le secteur D, par contre, là, la matière, elle s'en va de D. Donc là, le secteur, il est en dilatation. Pour B, ben, j'ai m'éloigne de B, donc je suis en dilatation, d'où le pic, et puis ben, C, c'est l'inverse. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, je peux construire une sphère focale. Donc elle est comme ça. Je mets le noir où il y a de la compression, je mets du blanc où il y a de la dilatation, et ma sphère, vue de côté, quand je la regarde vue de haut, ben, qu'est-ce que je vais voir vue de haut? Ben, je vais voir du noir entouré par du blanc. Quand je la regarde par en dessous, je vais voir du noir entouré par du blanc. Donc je peux la représenter, ma sphère focale, vue par-dessous ou par-dessus. La vraie convention, c'est vue par-dessous. Donc voilà ce que j'ai. Le plan, la direction de la faille, de l'intersection du plan de faille avec la surface, c'est celle-ci. Alors à noter que selon le pendage de ma faille, là vous avez vu là c'est un certain pendage et là c'est un pendage qui est plus faible, et ben en regardant par en dessous, ben ici je vais voir plutôt du noir entouré par du blanc, comme ça, alors que ici, vu le pendage, je vais surtout voir beaucoup de blanc, du noir et un tout petit peu de blanc. Donc je vais voir ça. Donc j'aurai toujours finalement dans le cas d'une faille inverse en convention vue par en dessous, ce qui est la convention réelle, j'aurai toujours donc du noir entouré par du blanc. Ça se retient bien parce que, encore une fois, on sait que la matière elle va du blanc vers le noir. Je représente ici par mes petites flèches. Ça nous permet de retenir que là, j'ai une compression qui me génère une faille inverse. Encore une fois, j'ai une incertitude sur l'intersection du plan avec la surface. Est-ce que le plan de la faille, c'est celui-ci, ou est-ce que le plan de la faille, c'est celui-ci? Autrement dit, est-ce que l'intersection, elle est là, ou est-ce qu'elle est là? Je n'en sais rien. Mais c'est pas grave. J'ai quand même la direction ici du plan de faille. Je vais lancer ici une petite animation qui nous montre exactement ce qu'on vient de dire. Donc là, c'est la sphère focale avec le plan de faille qui est ici. Donc on voit vue de côté. Et maintenant, je vais la représenter vue de bas, en fait. Donc là, on l'a vue de côté. Et puis là, on l'a, hop, vue de bas. C'est exactement ce qui est à droite. Du noir entouré par du blanc. C'est exactement ça. Considérons maintenant le cas d'une faille normale. Là, vous avez une faille normale, ok. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Quel est le premier mouvement? Donc, c'est vers le bas. Ça veut dire que le A, le premier mouvement, donc la matière s'éloigne de A. A est en dilatation. B, par contre, ben, la matière s'approche de B, puisque ça va dans ce sens. Donc, B, il est en compression. Je fais pareil pour tous les autres endroits. Et donc, j'obtiens, vue de côté, une sphère focale qui est comme ça. Donc, la matière va du blanc vers le noir. Et quand je regarde ça vue de bas, et ben j'ai du blanc entouré par du noir. Donc je représente ça comme ceci. Et encore une fois, comme tout à l'heure, selon le pendage de la faille, et ben mon espèce d'œil ici blanc entouré de noir sera plus ou moins symétrique. Donc nous, ce qu'on retient, c'est que en représentation cartographique, quand il y a une faille normale, alors où est l'intersection? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? Je n'en sais rien. Par contre, ce qui est certain, c'est que là, j'ai une faille normale avec la matière qui va du blanc vers le noir. C'est comme ça qu'on fait pour retenir facilement. Et donc, j'ai une sphère focale qui est comme ça. Comme tout à l'heure, je vais lancer une petite animation. On voit la sphère ici, là, on la voit, c'est la même ici. Ici, et vue par-dessous. Blanc entouré de noir ici. Et là, remise vue de côté. Petite remarque pour finir, il est tout à fait possible que les failles inverses ou normales aient une composante décrochante.
Et dans ce cas, on aura des sphères vues de haut qui ont cet aspect. Par exemple, ici, on a une faille inverse, donc du noir entouré par du blanc, mais aussi qui a une petite composante décrochante. Alors, est-ce que c'est décrochant sénestre ou est-ce que c'est décrochant dextre? Ça, a priori, on ne peut pas le savoir, tout dépend si le plan de faille est ici ou est ici. Dans le cours, nous avons vu deux exercices qui nous permettent de comprendre comment on utilise les sphères focales. Le premier, qui est ici, nous permet de dire que les séismes qui sont représentés sont associés donc à des failles inverses ou des failles normales ou des failles décrochantes. Par exemple ici, vu le mécanisme au foyer, on a une direction de la faille qui est ici et on a une faille inverse. Là, on a une faille normale direction comme ceci, car on a du blanc entouré du noir. Et ici, si on considère cette faille-là, on a une faille décrochante. On va du blanc vers le noir, donc décrochante, c'est next. Ici, on avait un autre exemple. Le long de cette faille, il y avait plusieurs séismes, 4 séismes. Les deux premiers séismes qui sont ici, on les voit, ce sont des séismes avec faille décrochante. Le plan de faille étant ici, on en avait déduit que la faille était représentée par ce plan-là, qu'on voit en coupe bien sûr, et donc que la faille, elle était décrochante sénestre. Là, c'est exactement la même chose. On peut représenter par ces flèches ici. Et par contre, lui, alors il avait une toute petite composante décrochante, mais il avait surtout du noir entouré par du blanc, et donc qui représentait ici une faille inverse, avec des contraintes comme ceci, qui nous génère donc un plan de faille qui est vu de haut avec l'intersection avec la Terre dans cette direction-là. L'analyse des différents mécanismes au foyer d'une région va pouvoir nous renseigner sur le contexte géodynamique en lien avec la tectonique des plaques. Alors juste petit rappel du cours G2, les plaques sont délimitées par des sismes, là on le voit très bien, tous les sismes sont représentés ici par des petits points, ils représentent les limites des plaques, c'est comme ça qu'on a défini les plaques, et en regardant justement les mécanismes au foyer qui ont lieu aux différents endroits, on va pouvoir dire si c'est plutôt de l'extension, ou plutôt de la compression, ou plutôt des failles de type transformante. En première approximation, on peut dire qu'au niveau des zones de convergence, comme ici entre la plaque indienne et la plaque eurasienne, les sismes sont plutôt en compression, avec des failles inverses, mécanisme au foyer représenté ici. Au niveau des zones de divergence, au niveau des dorsales, ou ici entre la plaque africaine et la plaque arabique, les mécanismes au foyer sont plutôt ceux de failles normales, en extension, avec le blanc entouré de noir. Au niveau des failles transformantes, comme ici au niveau de la Californie, et ben ici on a plutôt des failles décrochantes. Dans le détail, c'est plus subtil, hein, comme on avait pu le voir dans le cours G2 avec l'exemple des zones de subduction. Par exemple, au niveau des zones de subduction qui sont dans un contexte général de convergence, on voit bien évidemment de nombreuses failles inverses, comme on l'indiquait tout à l'heure, mais on trouve aussi certaines failles normales en lien avec la flexion du slab qui est en train de plonger, en lien avec l'éventuel étalement de la plaque chevauchante, notamment quand le pendage du slab est plutôt élevé, hein, plan de Wadaty-Benioff fort, et on peut trouver aussi, on avait vu avec l'exemple de la poussée de l'Inde contre l'Himalaya, de grandes failles décrochantes, comme indiqué ici. Donc c'est intéressant, les mécanismes au foyer ils permettent de préciser les contraintes qui peuvent localement être très différentes de ce qui se passe en moyenne, on l'a vu ici en moyenne, en limite de plaque. D'ailleurs, ça permet encore ici une fois de montrer que convergence et compression ne sont pas synonymes. Sur cette carte sismotectonique de la Méditerranée, on peut voir des choses intéressantes. Alors déjà, on peut matérialiser les différents séismes qui vont limiter la plaque Eurasie et la plaque africaine, qui est en gros la limite ici où il y a du bleu, la plaque Eurasie, la plaque Afrique. On peut voir les nombreux séismes en compression qui matérialisent justement le contexte général de convergence, représenté ici par les flèches rouges, la zone de subduction de la mer Égée, et on peut voir effectivement en arrière, par exemple, certains séismes qui sont au contraire en extension, représentés ici par les flèches vertes, et on peut même voir à cet endroit-là les deux, ici séismes sur faille décrochante de la faille anatolienne de l'ancienne figure 6, qui est ici. Donc c'est intéressant, les mécanismes au foyer permettent de préciser en fait, d'être bien plus précis que ce qu'on avait dit à l'époque sur les limites de plaques, et on voit donc qu'il y a aussi des séismes en intraplaque. Alors, pourquoi il y a des séismes en intraplaque? On peut voir par exemple, si je m'intéresse à la France, hein, là il n'y a pas de limite de plaque, par contre on voit plein d'endroits où il y a des séismes. Alors comment on peut expliquer ça? On peut expliquer ça, donc la convergence elle est à cet endroit-là, hein, et donc ça pousse à cet endroit-là, et l'ensemble de la plaque qui est ici, ben, en fait il y a des zones de fragilité préexistantes, d'anciennes failles, hein, par exemple au niveau des Pyrénées, au niveau des Alpes, ou de la grande faille, des grandes failles hercyniennes ici, qui peuvent en fait rejouer suite à la compression africaine.
Sur la carte de France, les grandes failles décrochantes sont ici. Donc quand ça pousse, même quand c'est loin, ici, à cet endroit-là, ça peut rebouger. Au niveau des failles normales du fossé rhénan, zone de faiblesse aussi, et au niveau, je l'ai dit, des Alpes et des Pyrénées. Passons maintenant à la dernière partie, le grand 4, une transition avec le cours de l'année prochaine BCPST2. La connaissance des séismes permet aux géologues d'estimer les aléas et les risques sismiques. Petit rappel, qu'est-ce qu'un risque? Un risque en géologie, c'est le croisement entre un aléa, les enjeux et la vulnérabilité. Par exemple, le risque sismique d'une région, il dépend donc de l'aléa sismique, du phénomène sismique qui peut se produire, caractérisé par une force, par une fréquence. Il dépend des enjeux. Y a-t-il du monde dans la zone? Y a-t-il des biens, des habitations, des écoles, des hôpitaux? Et il dépend de la vulnérabilité de ces enjeux. Est-ce que les personnes sont vulnérables? Est-ce que les constructions sont vulnérables à l'aléa? Tout ça nous donne un risque. Par exemple, au Japon, l'aléa est fort, les enjeux sont forts pour le risque sismique, la vulnérabilité, elle est moyenne, on va dire, parce que les constructions sont bien maîtrisées, il y a des normes parasismiques, et donc le risque, il est assez élevé. En Iran, pour un même aléa sismique, pour des mêmes enjeux, la vulnérabilité, par exemple, elle est plus forte qu'au Japon. Le risque, il est plus élevé, parce que les constructions s'effondrent très très rapidement. Il peut avoir un aléa très élevé, par exemple en plein Sahara, pourquoi pas, mais s'il n'y a pas d'enjeu, il n'y aura pas de risque géologique. Donc, on ne confondra pas risque et aléa en général, y compris pour les séismes. Alors, où intervient le géologue? Le géologue, il intervient à plusieurs niveaux. Il intervient déjà dans l'estimation de l'aléa. Effectivement, avec ses connaissances sur les limites des plaques, avec ses connaissances historiques sur ce qui s'est déjà passé, il peut estimer donc les aléas à certains endroits. Et c'est comme ça qu'on arrive à construire des cartes sismiques. Par exemple, pour la France, la carte sismique, elle est ici, de l'aléa sismique, grâce à l'historicité des séismes qui ont eu déjà lieu, grâce aux connaissances qu'il a sur les failles hercyniennes qui peuvent rejouer sur la limite des plaques qui n'est pas trop loin, et on a pu aboutir à des cartes comme ça de macrozonage sismique. Les connaissances locales peuvent aussi permettre de préciser ces cartes de macrozonage. Parce qu'effectivement, connaissant par exemple la géologie du sous-sol, si on a plutôt des alluvions, si on est plutôt sur un plateau, on l'a vu tout à l'heure, on peut avoir finalement des réponses différentes. C'est ce qu'on appelle des effets de site. Par exemple, là, le séisme qui a eu lieu ici, qui s'est propagé dans toutes les directions, les ondes qui sont arrivées ici, on les voit. Donc elles sont ici, avec une amplitude assez forte, et plus je vais loin de l'épicentre, plus les amplitudes sont faibles, donc le séisme il est presque pas reçu. Par contre, au niveau de Mexico ici, beaucoup d'ondes destructrices. Et pourtant, on est loin. Ça, c'est un effet de site. C'est parce que Mexico est sur des alluvions et que les ondes, en fait, sont amplifiées à cet endroit-là. Donc ça, il faut prendre en compte, effectivement, et pas seulement prendre en compte la distance des éventuels épicentres. Il y a aussi des effets induits que les géologues, vu ses connaissances, peuvent être amenés à considérer. Par exemple, dans le cas, c'est un exemple, d'une couche d'argile humide sous des terrains, cette couche, elle n'est pas liquide, mais par contre, si je commence à la faire bouger par un séisme, ça va faire l'effet ketchup, elle va se liquéfier en fait, et en se liquéfiant, les terrains du dessus vont pouvoir s'effondrer. Ça aboutit par exemple à ces effondrements de bâtiments ici. D'autres effets induits bien connus, c'est par exemple les tsunamis, ou quand il y a un séisme qui se produit et qu'il y a de l'eau dessus, ça peut pousser l'eau et entraîner justement des vagues qui, en arrivant au bord de la côte, peuvent augmenter d'amplitude et déferler. C'est ce qui nous donne les tsunamis. Donc les effets de site, les effets induits peuvent être considérés pour faire des zonages très précis. Exemple ici de documents produits par un géologue à qui on avait demandé un microzonage d'une zone, par exemple de la zone de Lourdes. Alors il s'est intéressé donc à l'aléa sismique, il a pu faire une carte en rajoutant les différents effets de site ou les différents effets induits, par exemple l'aléa liquéfaction ou des chutes de blocs éventuelles, et avec un code de couleur, comme ça on peut donner ça au maire ou à l'administration concernée, et on peut voir les différentes zones qui sont plus ou moins sensibles en fait à l'aléa sismique. Le géologue, il peut aussi intervenir, en plus de l'estimation de l'aléa, dans la prédiction. Alors, est-ce qu'on peut prévoir un séisme? À moyen terme, oui. Exemple, dans cet exemple du séisme de Haïti de 2010, on avait prévu qu'il allait y avoir un séisme à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que par GPS, on voyait des déplacements relatifs de la zone ici et de la zone ici, et que l'ancien séisme ayant eu lieu dans les années 1700 et quelques, on savait que ça s'accumulait, qu'au bout d'un moment, ça allait lâcher. On a même pu prédire de combien serait la magnitude, approximativement.
On a eu raison, ça a lâché en 2010, donc on peut prévoir, mais on peut prévoir à moyen terme en fait. On ne peut pas prévoir à court terme. On ne peut pas dire le séisme il aura lieu demain à 16 heures par exemple. Donc ça reste un petit peu limité. Et comme ça, on peut aussi produire des cartes. Alors celle-ci, je vais la laisser tomber, mais je vais parler de celle-ci, par exemple, au niveau de la Californie. Hein. On connaît les endroits qui ont bougé, hein, où donc la faille a bougé, où les contrats se sont relâchés. On connaît les endroits qui n'ont pas bougé depuis longtemps, et on a pu prédire comme ça le long de la faille, avec les différents codes de couleurs représentés, quelles sont les probabilités approximatives que ça lâche à cet endroit-là. Par exemple ici, probabilité supérieure à 60% que dans les 30 prochaines années, il y a un séisme important à cette zone ici. Enfin, le géologue peut intervenir dans la prévention, en essayant de diminuer la vulnérabilité des enjeux. Alors la prévention peut se faire justement par communication, comme ici une petite plaquette destinée aux enfants des outre-mer françaises, hein, pour donc comment réagir en cas de séisme. Il peut intervenir dans l'aménagement du territoire, hein, ça c'est le cas des ingénieurs en géologie de certaines écoles de G2E. Alors pour créer par exemple ici un oléoduc qui est capable de coulisser quand il y a un séisme, là on est en Alaska, ou dans la construction, hein, justement, avec des plaques vibrantes ici qui bougent, et on peut tester différentes constructions pour qu'effectivement, quand il y a des futurs séismes, eh ben, tout ne s'effondre pas. Bon, finalement, en conclusion, dans ce cours G6, pour le concours, on peut avoir donc des définitions sur les séismes, sur les différents types d'ondes, sur les échelles de mesure, les définitions d'aléas et de risques. On peut avoir des commentaires de données GPS ou interférométrie radar, des cartes de mécanismes au foyer à commenter, et des documents éventuellement sur les discussions sur les aléas et les risques que vous reverrez de toute façon en BCP ST2.